Bon bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière journée des journées scientifiques du CERUGM CAREC. Donc aujourd'hui, 5 présentations, donc 2 présentations d'une dizaine de minutes et 3 présentations Blitz, environ 4 minutes chacune. Donc si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous avez la possibilité après chaque présentation de poser des questions, soit en levant la main pour que je vous donne la parole, soit en posant directement vos questions dans le chat, dans le conversé ou questions et réponses. Voilà. Donc, on va tout de suite démarrer avec la première présentation de Xanthi Lajoie, qui est au bac à l'Université de Montréal, sous la direction de Patricia Belchior. Donc, elle va nous faire une présentation sur lutter contre la maladie de Parkinson, une analyse thématique de l'impact perçu de la boxe sans contact sur la vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Est-ce que, Xanthi, tu es avec nous? Yep. Super. Alors, je vais donc désactiver mon micro et ma vidéo et te laisser la parole. Je te remercie. Comme ça, je pense. Oh. Bon, OK. Je vais présenter en anglais. So, this project was completed to the fulfillment of a professional master's degree for occupational therapist and physiotherapist students, and it was completed in 2019, and I'm going to present it today for you guys. So, Punching Parkinson's, a thematic analysis of the perceived impact of a no-contact boxing program on the lives of individuals with Parkinson's disease. So this project was developed in collaboration with a community organization who wanted to know what the impact of their no-contact boxing program that they had at their facilities. So no-contact boxing programs have been gaining popularity among individuals diagnosed with Parkinson's disease. Despite its popularity, there's limited evidence available on the effect of no-contact boxing programs among individuals with Parkinson's disease. The aim of this study was to examine the subjective perception of a no-contact boxing program on the everyday activities in individuals with Parkinson's disease. So to start off with, what is no-contact boxing? It is boxing drills and exercises that target upper and lower body integration, multitasking, cardiovascular health, proprioception, and breathing. And as the name implies, there is no contact between the participants. They're not punching each other. So to break down the class, they started up with a warm-up for 10 to 20 minutes, which was either jogging or walking with a series of arm movements. After that, they had to do movements in front of a mirror to target upper body awareness, proprioception, stretching, followed by floor exercises, which was obstacle courses. And then after that, I had to punch a punching bag or pads held by the instructor that incorporates multitasking and lateral movements. And then after that, they followed down with a stretching and a cool down, and for a total of 90 minutes. So only 9 participants were recruited from the community-based organization. 2 focus groups were conducted, each with 4 and 5 participants in each group. And then we did a thematic analysis to identify 6 emerging themes from a series of codes. So to start with the participants, 78% were male and their age ranged between 50 and 78 years old. The time of diagnosis was between 3 and 24 years, and the time that they were in the program varied between 2 months to 7 years. So from the coding, 6 main themes emerged. The first theme was that overall, it was a positive and enjoyable experience due to the program approach. And a lot of people mentioned that they wanted to come more often than only once a week. The second theme was physical and mental benefits. So participants reported both, such as a reduction of their tremors, positive thinking, improved flexibility, and less brain fog after the classes. As the quote says, "If I come to class shaking or not feeling well, after I box, I feel much more better. The shaking stops, I feel more fluid." So we can see that the effect not only is during the class, but afterwards. People benefit a lot more from the classes and in their everyday lives. So as the third result shows, improved daily activity performance. So a lot of people mentioned that they improved ability dressing themselves, getting out of bed, lifting up their feet, a lot more fluidity.
So as the quote mentions, when I do the class after I don't shake, I can tie my shoes easier and button my shirt. The fourth result was the most important that emerged, because people developed camaraderie within the boxing group. So it was no longer just exercise, it was like a friendly competition, which increased their motivation to continue not only the boxing class, but other activities outside of the program. So just being with people who are going through the same thing, who understand what you're going through, and it makes them much more easier to like feel comfortable, and it's reassuring. So people want to come back because they make friends and they feel much more comfortable in this environment. So as a quote says, when you feel diagnosed, you kind of feel all alone and no one really knows what you're going through except yourself. But then in the class, everyone is going through the same thing. So it motivates you to actually just come back and be with the same people. Another important result was that the punching bag is a symbolic way of fighting Parkinson's. So it's very therapeutic for them to actually punch the bags. They're releasing all their frustration, all their anxiety, and all their built up resentment surrounding their Parkinson's disease diagnosis. So when you hit the bag, it's like if you punch hard, like you're trying to beat Parkinson's. So I thought it was like a beautiful way to sort of just get people to participate. The last result was that they increased motivation to engage in other activities. So people who didn't exercise prior to their boxing program found themselves wanting to do more exercises. As the quote says, I put the boxing gloves on and I start punching the walls, and they just do so many different activities that like they don't do at home by themselves. So overall, the participants found it to be a positive and enjoyable experience, and they wanted to be involved in more often. They wanted to come 2 or 3 times a week, but the program was only given once a week. So it's important to say that participants who had previously disliked any type of physical activity actually loved this program and were motivated to come and attend more no contact boxing classes. So this suggests that the class may appeal to a wider audience than traditional exercise. And since the program is self-paced, each person can set their own goal, and it's much easier for them to feel like an achievement if they set their own goal. And participants of the no contact boxing program described the symbolic battle created by punching the bag has given them an empowering experience. So it just gave them more motivation to actually continue the class. As I said in the methods, the variation in time of enrollment in the program is a limitation. So some people were in the program for 2 months, and were doing the program for 7 years, and also their time of diagnosis. So some people were recently diagnosed and some people were diagnosed like 24 years ago. So it's very hard to understand the recency of their diagnosis and how the program actually helped them. So another limitation is that participants were taking part in many other activities. So it's hard to actually isolate and say, okay, it's the no contact boxing program that's helped them. So we would need to like do a study and just make sure that the people are only doing the no contact boxing to actually make sure that this is the cause of the improvements. So to conclude, overall, it's a lovely project. The program has multiple benefits, physical, mental, social benefits, and it actually affects their daily activity performance. So it motivates them to engage in so many other activities. And while we know that there's a perceived number of benefits to the no contact boxing program, there remains many questions regarding the recommended frequency of the class and the effect on daily activities if it's just any other activity or specifically this program. Therefore, further research is needed to know the effectiveness of this exercise, but most importantly, we want to increase the awareness of the potential benefits of this easy program to do. So that's it, if you guys have any questions. Thank you very much for this nice presentation. Does anyone have any questions? It can be French questions as well. Et ben, en attendant, moi... Ah, 3 participants, ok, on levait la main. Ah, ok. I was wondering if you account the other factors. 1, 2, 3. Can you hear me? Oui. Hello.
Yeah, so that is my question. Thank you very much, Santi. Very interesting presentation. I was actually impressed by this result, and I'm interested about the potential influence from other factors. So specifically, two of them I would outline: the motivation. Like, was it possible to take into account their motivation and the fact that they were doing a repetitive motor task? So they were repeating the same action over and over again in comparison to a non-repetitive motor activity. So you want to know the other factors, as if we would have done different exercises, like with different repetitive movements, or since we did the same program over and over again? Okay, you could put it like that. Yes, another exercise, yes, okay. So the fact that they're doing the same movements over and over again, like we can actually make sure that this is helping them. If we would have done so many other movements, we wouldn't be sure like what is going to help them reduce their tremors and improve their fluidity. But this was a program that already existed. So we just collaborated with the facility and said, okay, we're going to study and see like what people have concluded from this program. Oh, I see. Okay, thank you very much. On va prendre une autre question. Hello? Oui. It's Benjamin Pajot. Can you hear me? Yes. Okay, I have many questions because like I'm in kinesiology. So I have like many questions about the exercise because I found your study very interesting. And I think it's really promising because as you say, when there is fun in the exercise, people can adhere to the exercise and do it. So I have few questions. Like how well performed the exercise, because you can do boxing in so many different ways. What was the task, like continuous or intermittent? What was the duration of the exercise? What was the intensity? Okay. Did you monitor the intensity of the exercise? How would you classify your exercise in terms of intensity? I'm trying to find the program outline. So basically they were taking turns punching specific pads. So it was more of a eye-hand movement coordination that we were trying to work on. Yeah. Like compared to a forced task. It was actually if they can actually coordinate their hands and like aim for the pad and not like smash it as hard as you can. Okay. And what was that like continuous? How long were the exercise? Like there was like bunch of 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 minute? How was it? I'm not sure, but I know it was for a total of 20 minutes. So I don't know if it was like intermittent, because like I imagine they can't punch it for like 20 minutes nonstop. No one could be able to do that. But I'm not sure if they were alternating between punching the pads or punching the bag. That I'm not sure about, because I'm just presenting the project and this is what they told me that they did for 20 minutes. I don't have. Okay, I believe you collected the data. Okay, sorry about that. I don't know, and even in the paper, because like based on the article, they don't mention how long they were doing it. They just said that for 20 minutes they were punching the bag. Okay, so a strong suggestion for this, it's like even when it's qualitative analysis, it's super important to monitor the duration and intensity of the exercise. So it's for future project. Pardon. Okay, it's very interesting. Thank you very much. Ouais. Il reste une minute rapidement pour une dernière question de Florian Bobov, si vous voulez. Merci. Moi, je vais la faire en français. Donc là, tu as rapporté des données subjectives. Est-ce que tu as des données objectives pour faire le parallèle ou voir s'il y a un changement entre avant et après? Je comprends qu'il y en a qui sont peut-être encore en train de le faire. Et est-ce qu'il y avait des prises de mesures, donc au niveau mental, au niveau physique? C'est surtout ça qui m'intéresse. Il n'y a aucune mesure physiologique qui a été prise. On n'a pas mesuré. C'était vraiment une perception subjective qu'on pouvait mesurer. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment conclure s'il y a eu un changement, étant donné qu'on n'a pas fait des mesures pour confirmer un post puis un pré. Fait que nous, c'est vraiment, on est allé questionner des gens qui faisaient déjà partie de ce programme-là, puis on leur a demandé, toi, depuis que tu viens ici, qu'est-ce que tu as remarqué qui a changé dans ta vie? Puis vu que c'est des mesures subjectives, on ne peut pas comparer, puis on ne peut pas la généraliser à la population, puis dire, OK, parfait, tout le monde va sentir ça.
Fait que c'est un projet qui est intéressant. Il y a vraiment des changements aussi en termes physiques, mentaux ou autres. C'est ça. Parce que je comprends qu'il y a des effets subjectifs, mais il faut voir s'il y a des effets objectifs aussi, quoi. Ben, tout ce qui a été objectif, c'est les gens, ils disaient qu'ils tremblaient moins, mais comment on mesure des tremblements? Est-ce qu'on les... Il y a des tâches pour ça, et ça Ouais, c'est existe, ça. hein. Ouais, le PDRS ou des choses comme ça, il y Ouais, a des exact. tâches. Je suis désolé, je vais devoir vous interrompre là. Il faut qu'on avance sur le programme. Je ne voudrais pas prendre trop de retard. C'est bon. Merci beaucoup pour la présentation, Xanthi. Je vais vous permettre maintenant de couper votre micro et votre vidéo. Et on va passer maintenant à la présentation de Thomas Mangin, qui est donc doctorant à l'Université de Poitiers en France, sous la direction de Nathalie André et Michel Audifresne. Il a effectué récemment un stage in-doc au CERUGM sous la direction de Benjamin Pajot et Pierre Inville. Il va nous faire une présentation sur l'effet de la fatigue mentale sur l'interaction entre la perception de la douleur et de l'effort. Voilà, je le laisse faire le partage de l'écran et nous faire sa présentation. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter le protocole que l'on va mettre en place visant à observer l'effet de la fatigue mentale sur l'interaction entre la perception de la douleur et de l'effort. Donc, comme il vient de le dire, je suis doctorant à l'Université de Poitiers et je suis venu pour ce projet grâce à Mitax. Donc, la douleur est un problème de société puisque 30% des adultes seraient touchés de manière chronique avec comme comorbidité de la fatigue. Il existe une vaste littérature de l'impact de la fatigue mentale sur les performances physiques et cognitives. On sait que suite à l'induction d'une fatigue mentale via une première tâche, il y aura une baisse de performance dans une tâche subséquente, qu'elle soit cognitive ou d'endurance physique. Quand les participants sont mentalement fatigués, ils vont avoir une plus faible résistance à la douleur et ils auront une perception plus élevée d'une même douleur. Selon la théorie de l'intensité motivationnelle, lorsque les participants sont mentalement fatigués, ils doivent investir plus d'efforts pour réaliser une même tâche. Enfin, lors de la réalisation d'une tâche de contraction isométrique, comme une poignée dynanométrique, ils percevront un stimulus douloureux comme étant moins fort. Cependant, nous ne connaissons pas encore l'interaction entre la fatigue mentale et la perception de la douleur et de l'effort. Donc, pour cette étude, nous allons faire passer 30 jeunes sujets sains sur 2 sessions d'environ 110 minutes chacune. Nous allons manipuler 3 variables, donc la fatigue mentale, la douleur, soit avec une absence de douleur, soit avec une douleur légère, soit avec une douleur intense, et l'effort avec soit une absence d'effort, soit serrer une poignée dynanométrique à 13% de la force max. Nous allons mesurer plusieurs variables. Je vous présente les 2 plus importantes, la perception de la douleur et la perception de l'effort. Pour les hypothèses, nous faisons l'hypothèse que les participants évalueront plus d'efforts lorsque la difficulté de la tâche augmente, et cela d'autant plus lorsqu'ils sont mentalement fatigués. Nous faisons aussi l'hypothèse que les participants évalueront les stimuli comme plus douloureux lorsque l'intensité augmente, et d'autant plus lorsqu'ils sont fatigués. L'étude se déroulera de la manière suivante. Au début de chaque session, il y aura un temps pour l'installation et la calibration du matériel, puis nous mesurerons la force maximale des participants. Ensuite, nous ferons le pré-test, puis la tâche mentale. Celle-ci sera soit un stroke modifié visant à induire de la fatigue mentale, soit une vidéo neutre. Et cela donc pendant 30 minutes. Enfin, le post-test. Avant et après chaque tâche, nous mesurerons aussi la force max des participants. Le pré-test et le post-test se dérouleront de la manière suivante. Les participants doivent réaliser une tâche d'effort pendant 10 secondes et auront simultanément l'induction de la douleur. Ensuite, ils évaluent l'effort et la douleur perçue pour réaliser l'essai. Et enfin, il y a un temps de préparation pour l'essai suivant. Le pré-test et le post-test sont constitués de 24 essais de 45 secondes chacun, soit 18 minutes. Donc, comme résultat attendu, là, je vous présente le changement dans la perception de l'effort entre la tâche d'effort et sans effort. Lorsque la difficulté de la tâche augmente, la perception de l'effort augmente. Et cet effet est d'autant plus marqué lorsque les participants sont mentalement fatigués. Pour la perception de la douleur, plus le stimulus est douloureux, plus la perception de la douleur augmente. Cette évaluation augmente d'autant plus lorsque les participants sont mentalement fatigués. Lors de cette étude, nous réaliserons une analyse exploratoire de l'interaction de deuxième ordre entre la fatigue mentale, la douleur et l'effort. Donc, cette étude permettra de mieux comprendre les mécanismes de la douleur lorsqu'une personne est fatiguée, ainsi que son interaction avec la sensation d'effort. Cela pourrait être utile lors de traitements médicamenteux ou kinésiologiques douloureux afin de prévenir une sensation accrue de douleur en protégeant, par exemple, de la fatigue mentale ou en demandant de faire une tâche d'effort afin de réduire la sensation de douleur.
de douleur. Enfin, cela pourra être utile dans le cadre des sports, et tout particulièrement des sports de combat, où l'effort et la douleur sont présents simultanément. Et je vous remercie. Super, parfait. Très bon timing. Merci pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bon, en attendant, moi, je vais t'en poser une parce que justement, je me posais la question de est-ce que tu penses que le niveau de performance initiale à la tâche de fatigue, c'est-à-dire à la tâche de Stroop, c'est-à-dire, il va y avoir des participants qui vont être plus ou moins bons à cette tâche, et est-ce que leur niveau de performance de base là, va avoir un impact sur la génération de fatigue derrière? Les très bons, très moins fatigués par la tâche, versus ceux qui commettent beaucoup d'erreurs vont au contraire devenir très fatigués. Alors, dans des études que j'ai déjà fait au cours de ma thèse, on a mesuré, et on le fera à nouveau, l'autocontrôle trait, en gros, la capacité à se contrôler, donc à se fatiguer dans le temps. Et on a réussi à montrer que ceux qui avaient un bon autocontrôle, donc en gros ceux qui feront moins d'erreurs, se fatigueront moins vite, et ils performeront mieux derrière, normalement. Après, donc on cherche de toute façon un effet moyen, mais c'est vrai que on pourra observer ça. Alors, vu qu'on mesure l'autocontrôle trait, ça permettra aussi de le rentrer en covariance si jamais ça a un impact important. Effectivement, oui. Super. Très bien. Bon, ben, on est bien pour le timing. Là, on va passer directement à la présentation suivante. Si tu veux bien couper le micro et la vidéo, s'il te plaît. Bien. Alors, la présentation suivante, donc de Lucas Renat, doctorant à l'Université de Montréal, sous la direction de Alexandru Onganou. Il va nous faire une présentation sur les symptômes neuropsychiatriques comme prédicteurs du déclin cognitif lié à l'âge, résultat préliminaire d'une nouvelle approche. Je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous déjà. Alors, je lance le partage d'écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Normalement, oui. Parfait. Tac. Alors, je vais vous présenter les résultats que j'ai pu obtenir lors de cette première année de thèse pour moi, donc sur les relations entre symptômes neuropsychiatriques et performance cognitive. Alors, les analyses qu'on a faites sont basées sur l'étude des bases de données ADNI et NACC. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, pourquoi ces travaux-là? Je reviens très brièvement sur la notion de démence, qui est un état clinique caractérisé par des troubles cognitifs engendrant une atteinte de l'autonomie chez les patients. La première cause en étant la maladie d'Alzheimer et le premier facteur de risque en est l'âge. Juste pour donner quelques chiffres, en 2014, il y a à peu près un demi-million de Canadiens de 65 ans et plus qui étaient atteints par cet état de démence. Et il est prévu que d'ici une grosse dizaine d'années ou une petite quinzaine d'années, ce chiffre double. Donc, il y a quand même un enjeu derrière de comprendre qu'est-ce qui amène à cet état de démence. Donc, il y a plusieurs facteurs explicatifs, bien sûr, dont les symptômes neuropsychiatriques. C'est pourquoi on s'est intéressé à eux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avant cet état de démence, il y a plein d'états qui se succèdent, dont le stade de NCI, de troubles cognitifs légers, qui se caractérise par la survenue de troubles cognitifs liés à l'âge, mais sans impact sur l'autonomie des personnes. Et ce trouble cognitif donc, est basé sur des critères diagnostiques cognitifs, sauf que chez certains patients, il a pu être remarqué qu'il y avait d'autres choses qui survenaient avant ces troubles cognitifs. Il y a des études réalisées chez des personnes asymptomatiques ou présymptomatiques qui montraient déjà certaines caractéristiques à risque, qui étaient des caractéristiques de risque de maladie d'Alzheimer notamment, et de risque de démence par conséquent. Et parmi ces facteurs de risque, il y avait le développement de certaines protéines pathologiques dans le cerveau, mais aussi certaines modifications, notamment des modifications comportementales, des plaintes cognitives subjectives non objectivables par des tests neuropsy, par exemple. Et parmi toutes ces choses-là, on retrouve des modifications de personnalité, des symptômes comportementaux et les symptômes neuropsychiatriques. Ces symptômes neuropsychiatriques peuvent être présents aussi chez des sujets cognitivement normaux. Et il y a certaines études qui ont montré que la présence de ces symptômes pouvait accélérer le déclin et augmenter le risque de démence. Alors, il y a d'autres études qui sont intéressées un petit peu plus en profondeur aux relations entre neuropsychiatrie et cognition au cours de l'âge. A priori, jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a pas d'étude qui a montré de relation entre
la présence de ces troubles neuropsychiatriques qui peuvent être, juste pour en citer quelques-uns, de l'anxiété, de la dépression, des troubles psychotiques, et l'état cognitif des personnes. Par contre, au stade de MCI et de maladie d'Alzheimer, plusieurs de ces troubles neuropsychiatriques ont montré une relation avec la performance cognitive qui était décroissante ou davantage décroissante lorsque le symptôme neuropsychiatrique était présent. C'est le cas, par exemple, dans le cadre du trouble cognitif léger, de la dépression et de l'apathie, qui étaient impliqués dans des pertes mnésiques et un déclin accéléré chez les patients, ou encore si on prend l'apathie seule, qui était impliquée dans des troubles dysexécutifs chez les personnes. Dans la maladie d'Alzheimer, il a pu être montré que les troubles neuropsychiatriques sont plus fréquents et plus divers, davantage de troubles psychotiques, par exemple, que ce soit des délires, des hallucinations, voilà, ou encore l'apathie et dépression qu'on retrouve aussi chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, la présence de ces troubles neuropsychiatriques était reliée à davantage de pertes, de déclin en termes de performance cognitive, qui pouvaient toucher la mémoire, les fonctions exécutives, le langage. Et de même, les troubles psychotiques ont pu être mis en relation avec des troubles exécutifs, langagiers, des troubles visuels et aussi un déclin accéléré. Bon, ce sont des choses qui sont malgré tout assez peu connues, et ça nous a amené à nous poser plusieurs questions sur l'implication réelle de ces troubles au cours du vieillissement et du déclin cognitif. Donc, les grandes questions qu'on a pu se poser, c'est quels sont les symptômes neuropsychiatriques qui peuvent être quand même nombreux, quels sont les symptômes qui sont impliqués dans ce déclin, ça va toucher quel type de performance cognitive, quels autres facteurs peuvent être liés aux symptômes neuropsychiatriques. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit truc. Il y a plusieurs études qui ont montré des différences entre les sexes par rapport à la survenue de ces symptômes neuropsychiatriques liés à l'âge. Par exemple, il y a des études qui ont montré que chez les femmes, Alzheimer, il y avait plus de désinhibition et d'irritabilité que chez les hommes. Il y a d'autres études qui ont montré plus d'irritabilité chez les hommes en présentant un Alzheimer léger, ou encore plus d'apathie chez les hommes aussi. Donc on voit des différences entre les sexes à ce niveau-là, et on pourrait se demander, entre les sexes, justement, quelle va être la relation entre le symptôme neuropsychiatrique et la cognition. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est quelque chose qu'on a aussi analysé. Donc là, l'objectif, c'était de déterminer quels sont les symptômes neuropsychiatriques qui impactent les performances cognitives, à la fois chez les sujets cognitivement sains, avec troubles cognitifs légers ou maladie d'Alzheimer. Donc, comme je le disais, on a analysé les bases de données NACC et ADNI. Donc, ADNI, il s'agit d'une étude transversale, je précise aussi. Nos hypothèses étaient les suivantes. Bon, on reprend un peu la littérature. La prévalence des symptômes neuropsychiatriques devrait être plus faible chez les sujets cognitivement sains par rapport aux troubles cognitifs légers et plus faible chez les troubles cognitifs légers par rapport aux sujets Alzheimer. Concernant l'impact sur la cognition par les symptômes neuropsychiatriques, la dépression devrait être davantage reliée à des troubles dysexécutifs, alors que les troubles psychotiques devraient être davantage reliés à des troubles à la fois dysexécutifs, langagiers et visuels. Aussi, sur un plan un peu plus exploratoire, les impacts des symptômes neuropsychiatriques sur la cognition devraient différer selon le sexe des personnes. Alors, brièvement, issu des bases de données, on a extrait 238 sujets Alzheimer, 467 sujets avec troubles cognitifs légers et un peu plus de 500 sujets cognitivement sains, qui étaient similaires selon l'âge, le niveau de scolarité, donc le nombre d'années d'études, et la répartition des sexes. Au niveau des évaluations, les symptômes neuropsychiatriques ont été évalués avec le Neuropsychiatric Inventory, qui évaluait 12 symptômes neuropsychiatriques, dont les délires, les hallucinations, l'agitation, la dépression, l'anxiété et plein d'autres. Concernant l'évaluation neuropsychologique, en tout cas dans les évaluations communes à ces deux bases de données, on retrouvait une évaluation de l'attention focalisée, de la vitesse de traitement, de la flexibilité mentale, de la planification visio-constructive, de la mémoire de travail verbal et de la dénomination orale et de la fluence sémantique pour le langage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces bases de données? Eh bien, on a trié les différents sujets et les données. Donc, on a récupéré les données qui étaient communes aux deux bases de données et les sujets qui présentaient des évaluations complètes. Aussi, on a exclu toutes les personnes qui avaient de lourds antécédents psychiatriques, les sujets qui avaient des antécédents neurologiques, des antécédents neurodéveloppementaux, etc. Voilà, on a fait le tri à ce niveau-là, à partir de scripts Python, et on
on a réalisé les statistiques sur SPSS. Donc, il s'agissait simplement de comparaison intergroupe, donc les personnes avec versus sans symptômes neuropsychiatriques, femmes ou hommes, et ce dans chaque sous-groupe, donc cognitivement sain, troubles cognitifs légers ou Alzheimer. Juste un petit mot sur la prévalence des symptômes neuropsychiatriques. Quelque chose que je trouvais assez intéressant, c'est que le profil, enfin, les symptômes les plus prévalents l'étaient dans les trois groupes, que ce soit chez les sujets cognitivement sains, MCI ou Alzheimer. Bon, je ne sais pas si je crois qu'on voit mon curseur. Là, ce qu'on voit par exemple chez les Alzheimer qui sont marqués en rouge, on voit que les plus hautes prévalences portent sur l'agitation, la dépression, l'anxiété, l'apathie, l'irritabilité ou encore un petit peu les troubles du sommeil. Et on voit que ce profil-là se retrouve assez similairement chez les troubles cognitifs légers. Et si on fait un zoom, si je pouvais faire un zoom ici sur les sujets cognitivement sains en vert, on retrouverait le même pattern. Disons que les symptômes neuropsychiatriques les plus prévalents chez les sujets cognitivement sains sont les mêmes que chez les MCI et les Alzheimer. Voilà, je voulais juste faire un petit passage là-dessus parce que je trouvais ça assez intéressant. Concernant la prévalence en fonction du sexe, on remarque dans notre cohorte plus d'irritabilité, une prévalence plus grande d'irritabilité chez les hommes avec Alzheimer ou troubles cognitifs légers, plus d'apathie chez les hommes avec troubles cognitifs légers et plus d'agitation et d'agressivité chez les hommes sans troubles, à savoir cognitivement sains. Au niveau des relations entre cognition, symptômes neuropsychiatriques et sexe, ce qu'on retrouve, c'est que chez les sujets cognitivement sains, donc les deux premières lignes, on a un effet de la dépression sur la flexibilité mentale et l'attention focalisée, un effet de l'apathie sur la cognition globale, et on remarque qu'en fait, pour chaque sous-groupe, on a des effets de différents symptômes neuropsychiatriques. Ici, par exemple, les fonctions langagières qui étaient plutôt impactées par les délires chez les MCI, l'agitation qui présentait une réduction de la dénomination orale, l'anxiété qui impactait les fluences, pareil pour les comportements moteurs aberrants. Et voilà, et ce qu'on remarque aussi, c'est que chez les MCI par rapport aux sujets cognitivement sains et chez les Alzheimer par rapport au sujet MCI, on a une plus grande diversité de symptômes neuropsychiatriques et en parallèle des relations avec la cognition aussi plus grandes. Par exemple, ici on voit la présence de dépression chez les sujets Alzheimer hommes, en tout cas, se caractérisait par une réduction de l'affluence sémantique, une réduction de l'attention focalisée, de la flexibilité et de la vitesse de traitement. Bon, je ne les détaille pas toutes parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, mais c'est juste pour retenir l'idée globale que même chez les sujets cognitivement sains, la présence de troubles neuropsychiatriques a un impact sur la cognition et avec dans l'avancée des stades cliniques, il y a de plus en plus de symptômes neuropsychiatriques et de plus en plus de relations entre la présence versus non-présence de ces symptômes par rapport à la performance cognitive. Du coup, on confirme notre première hypothèse. Bon, ça avait déjà été démontré auparavant, mais au moins on le montre aussi dans cette grosse cohorte-là. Les symptômes neuropsychiatriques sont présents dans tous les groupes et davantage chez les MCI et bien évidemment encore plus chez les Alzheimer. Plus les symptômes neuropsychiatriques sont nombreux, plus les domaines cognitifs impactés sont nombreux. Donc à savoir l'attention chez les sujets cognitivement sains avec dépression, les fonctions exécutives chez les sujets MCI avec des délires, fonctions exécutives et langagières, je ne l'ai pas marqué mais j'aurais dû. Et tous domaines peuvent être impactés chez les Alzheimer avec de multiples symptômes neuropsychiatriques qui peuvent toucher à l'humeur, au comportement moteur, au sommeil, à l'alimentation, etc. Les hommes sont plus concernés par certains symptômes neuropsychiatriques et chez eux, par la même occasion, la présence de symptômes neuropsychiatriques a plus d'impact sur la cognition. Globalement, si on prend de façon séparée certains symptômes neuropsychiatriques, la dépression touche les fonctions exécutives, notamment chez les sujets Alzheimer et chez les sujets cognitivement sains. L'apathie touche davantage le langage et les troubles psychotiques touchent davantage le langage et les fonctions exécutives. Par contre, quelque chose qui m'a surpris personnellement, c'est qu'il n'y avait pas d'effet délétère de l'apathie et de la dépression chez les sujets MCI. Du coup, se pose la question de processus compensatoire pendant cette période, pendant ce stade clinique. Ainsi,
Ça expliquerait peut-être, bon ça c'est très spéculatif, mais ça pourrait peut-être expliquer la forte prévalence de MCI amnésique et non exécutif. Parce que si l'apathie, si les symptômes neuropsychiatriques ont une forte tendance à impacter les fonctions exécutives, c'est pas un profil qu'on retrouve en grande majorité chez les MCI. Fréquemment peut-être, mais pas en grande majorité. Donc voilà, en conclusion, on retrouve une grande variabilité des atteintes cognitives, d'où la nécessité d'analyse longitudinale, et ça c'est ce qu'on se propose de faire par la suite. Donc étudier l'aspect longitudinal de ces relations entre neuropsychiatrie et cognition, et par conséquent le rôle prédicteur dans la survenue de troubles cognitifs légers et de maladies d'Alzheimer, ainsi que dans la production du déclin en tant que tel au cours du vieillissement. Actuellement, là on vient de le commencer, on a commencé à étudier les corrélats neuroanatomiques et plus tard neurofonctionnels des symptômes neuropsychiatriques chez nos sujets cognitivement sains, troubles cognitifs légers et avec maladie d'Alzheimer, pour comprendre quels sont les substrats qui pourraient fragiliser à terme la cognition et expliquer ce déclin qui serait favorisé du coup par les symptômes neuropsychiatriques. Voilà, je fais quelques petits remerciements pour l'équipe avec qui je travaille directement, donc mon directeur Alexandre Roux et des collègues et amis qui m'ont beaucoup aidé dans ces travaux-là. J'en profite pour remercier aussi les membres du CRI-UGM, déjà pour avoir accepté cette présentation, mais aussi pour m'avoir permis de m'intégrer, parce que je viens de France et voilà, je viens de terminer ma première année de thèse au CRI-UGM et à l'Université de Montréal. Et voilà, je voulais remercier toutes les personnes que j'ai pu croiser, même si je n'ai pas retenu votre nom, même si je me souviens qu'à moitié de votre visage. Je voulais remercier tout le monde pour votre accueil, pour l'intégration et puis pour tout ce qui va avec. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous écoute pour vos questions. Merci beaucoup, Lucas. On va passer directement aux questions. Je vois qu'on a une question de Sylvie Belleville. Oui. Activé. Bonjour, Lucas. Très belle Bonjour. Présentation. Bravo. Merci pour les mots gentils aussi pour le centre. J'avais une question par rapport à l'étiologie parce que je me suis demandé si vos différences au niveau des syndromes neuropsychiatriques pouvaient pas, entre les hommes et les femmes, ne pouvaient pas être liées au fait que tu aurais peut-être plus de gens avec des corps de Lewy chez tes hommes, on sait que le Parkinson est plus fréquent chez les hommes. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas expliquer justement ce patron dans le sens que tu n'es pas juste dans l'Alzheimer, mais tu es peut-être dans quelque chose de différent ou un peu plus mixte chez tes hommes? En effet, ce serait tout à fait possible, mais ça a fait partie de nos critères d'exclusion en fait dans les bases de données et de façon beaucoup plus précise d'ailleurs dans la base de données NACC. Il y a toute une batterie il y a des tas de facteurs qui sont précisés dans les tableaux de données, à savoir si les personnes remplissent les critères de diagnostic pour un corps de Lewy, un Parkinson, une DCB, une PSP, une DFT, etc. Et toute personne qui avait ne serait-ce qu'un élément positif parmi ces personnes-là, on les a exclus en fait. Okay. Après, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri de, oui, c'est ça. De certains. Ouais. C'est que c'est possible quand même que tu aies des... on sait que l'étiologie, quand on va regarder le cerveau, elle est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, en mixte. Ça pourrait expliquer. Mais enfin, vous allez voir des choses, j'imagine, avec vos études neuroanatomiques ou en tout cas... Oui, en effet, ça nous aidera à y voir un peu plus clair, en tout cas. Oui. Alors, on a maintenant une question de Benjamin Boller. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, oui, je vous entends très bien. Bonjour. Très belle présentation, c'était vraiment intéressant. Merci la question, je vais te poser en fait, puis certainement Alexandre Roux et puis toi aviez déjà pensé. Qu'en est-il en fait avec par exemple les données de CIMAQ? Est-ce que finalement vous êtes en train de regarder à préparer un modèle avec ADNI et NACC pour après utiliser votre modèle sur les données CIMAQ? Je voulais savoir en fait si vous y aviez pensé, puis quelle était la suite. Alors, avec Alex, on n'a pas beaucoup parlé de CIMAQ. Après, effectivement, le but, c'est de créer un modèle de prédiction basé sur les symptômes neuropsychiatriques et leurs corrélats neuroanatomiques et neurofonctionnels. Après, bien évidemment, à la base, le but, c'était de partir d'ADNI
de travailler à la fois sur ADNI et NACC. Après, il est très fort possible effectivement qu'on étende nos résultats et qu'on essaye d'appliquer ce modèle à d'autres cohortes et à d'autres sujets qu'on pourrait recruter prochainement, par exemple. OK. Et dans le modèle, comment vous tenez compte en fait des comparaisons multiples? Alors pour l'instant, on n'y a pas trop réfléchi. Enfin, on est en train de le faire. Pas plus tard que cet après-midi, j'étais justement en train de faire ça sur la base ADNI. Donc la question n'a pas été tranchée, mais c'est en début là. OK. Mais en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Puis c'est clair que c'est à creuser. Je rebondis sur ce que vient de dire Sylvie. C'est particulièrement pertinent là, la question des MCI. Le fait que c'est sensible, mais ce n'est pas du tout spécifique à une étiologie, le type de recherche que vous êtes en train de mener, puis de modèle, c'est sûr qu'il faut qu'ils prennent en compte justement, en fait, à trouver des patterns différents, que ce soit pour quelqu'un qui va plus tardivement convertir en Alzheimer ou quelqu'un qui va plus tardivement convertir vers une DCL, par exemple. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Bien, pas d'autres questions? Alors dans ce cas, on va passer à la présentation suivante. Merci encore, Lucas. De rien. Si tu veux bien désactiver ton micro et ta vidéo. Hop. Merci. Alors à présent, la présentation de Vincent Marcangeli, qui est doctorant à l'UQAM sous la direction de Gilles Gouspillou. Il va nous faire une présentation sur étudier les rôles joués par les dysfonctions mitochondriales et les altérations des jonctions neuromusculaires dans le processus de vieillissement musculaire chez l'homme. Je te laisse la parole, Vincent. Tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oui, parfait. Super, super, super. Okay. Oui. Donc, je vais vous parler de mon projet de doctorat qui s'intitule « Étudier les rôles joués par les dysfonctions mitochondriales et les altérations des jonctions neuromusculaires dans le processus de vieillissement musculaire chez l'homme » que je réalise à l'UQAM sous la direction de Gilles Gouspillou. Donc, on sait qu'avec le vieillissement, il y a une diminution de la masse musculaire et que cette diminution s'accentue après 60 ans. On peut également dire la même chose pour la force musculaire. Il y a une diminution qui va s'accentuer également après 60 ans. Il y a également une qualité de contraction qui est altérée. C'est-à-dire que pour produire une même force relative que des jeunes personnes, les personnes âgées vont avoir plus de difficultés à le faire. Mis ensemble, ces trois processus forment ce que l'on appelle la sarcopénie. Petit problème. Okay. Donc là, pourquoi c'est important d'étudier la sarcopénie? C'est que la sarcopénie, ça affecte environ 50 millions de personnes aujourd'hui et c'est estimé que dans les 40 prochaines années, ça va affecter plus que 200 millions de personnes. Et la sarcopénie, c'est une maladie qui coûte extrêmement cher et rien que dans les États-Unis seulement, dans les années 2000, ça coûtait environ 18,5 millions de dollars. La sarcopénie, c'est un processus multifactoriel, donc il y a des altérations neurologiques, dysfonction mitochondriale, inactivité physique, c'est ce qu'on va s'intéresser avec mon projet de doctorat. Juste un petit rappel, les mitochondries, c'est ce qui sert à produire l'énergie et c'est également ce qui sert à déclencher l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, ou dans le cas des fibres musculaires, c'est la perte du noyau. Et il y a également des dénervations et des jonctions neuromusculaires qui sont endommagées. Je vais vous expliquer rapidement ces deux processus-là. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que ces deux processus, ils ont lieu pendant le vieillissement et c'est très bien documenté. On sait comment ils marchent. On sait que plus on vieillit, plus ça va se dégrader, ces deux processus-là. Donc, ici, on a des fibres musculaires. En noir, c'est les noyaux. En vert, c'est les mitochondries. Quand la mitochondrie devient dysfonctionnelle, ça va entraîner la perte du noyau, ce qui va entraîner une atrophie musculaire. Pour la dénervation et l'altération des jonctions neuromusculaires, on a la jonction neuromusculaire qui est ici. Quand la morphologie va être altérée, il va y avoir une atrophie sur la fibre musculaire qui va à son tour engendrer une dénervation. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est que dans l'homme, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. On ne sait pas lequel des deux processus arrive avant l'autre. Est-ce que c'est les dysfonctions mitochondriales qui arrivent en premier ou est-ce que c'est l'altération des jonctions neuromusculaires qui arrive en premier? Donc, l'hypothèse centrale de notre projet qui est financé par les IRSC, c'est qu'en fait, c'est les mitochondries qui deviennent dysfonctionnelles en premier. Donc, si on revient encore ici dans la fibre musculaire, en rouge, la mitochondrie va devenir dysfonctionnelle, elle va déclencher l'apoptose, ce qui va entraîner la perte du noyau myonucléaire, qui va donc à son tour entraîner une instabilité au niveau de la jonction neuromusculaire,
qui va donc entraîner une dénervation. Et cette dénervation, elle va aggraver encore plus l'atrophie des fibres musculaires. Donc on pense que c'est une origine mitochondriale musculaire pour la sarcopénie. Donc les objectifs pour le projet, c'est de déterminer si les mitochondries elles deviennent dysfonctionnelles avant l'interaction des jonctions neuromusculaires. C'est également de mieux déterminer comment l'activité physique elle exerce son effet protecteur contre la sarcopénie. Et enfin, c'est d'analyser différents biomarqueurs sanguins. Pour la méthodologie, donc on veut recruter 180 personnes. Donc là, on a été arrêté à cause du Covid. On ne sait pas quand est-ce que le projet va reprendre. Et c'est des personnes, des hommes qui vont être entre 20 et 100 ans. Et on va recruter environ la moitié actif et la moitié inactif. Les participants ils vont devoir faire 3 visites. Pour la première visite, ils vont devoir faire une évaluation de la composition corporelle, des tests de puissance musculaire, des tests de capacité fonctionnelle, et également différents questionnaires comme des questionnaires d'alimentation par exemple. Pour la deuxième visite, on va faire une évaluation neuromusculaire, on va tester le réflexe de Hoffman, on va déterminer le site de biopsie à l'aide d'électrostimulation. Et donc là, ça va nous permettre de déterminer où est-ce qu'il y a le plus de jonctions neuromusculaires pour faire notre biopsie. On va également évaluer la capacité de réserve et la fatigabilité musculaire. Enfin, pour la troisième visite, c'est la plus importante. Donc, on fait des prises de sang et des biopsies musculaires. Pour les prises de sang, on va analyser différents biomarqueurs, FGF21, GDF15. Et pour la fonction mitochondriale, pour la biopsie, quand on a le bout de muscle, on va analyser beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais le plus important, c'est la fonction mitochondriale ou alors les morphologies des jonctions neuromusculaires. Et ici, vous avez des fibres de muscles qui sont disséquées. En conclusion, ce projet permettra de mieux comprendre l'implication des dysfonctions mitochondriales et de l'altération des jonctions neuromusculaires dans le processus sarcopénique. Il va également nous permettre de mieux définir comment l'activité physique elle exerce son effet protecteur contre la sarcopénie. En fait, ces deux processus-là mis ensemble, ça va nous permettre d'identifier les cibles thérapeutiques qui vont nous permettre de prévenir ou de traiter la sarcopénie. Parce que par exemple, si on se rend compte que c'est les dysfonctions mitochondriales qui interviennent avant les jonctions neuromusculaires, alors qu'on va essayer de développer des médicaments pour traiter la sarcopénie, on va pouvoir dire que c'est plutôt les dysfonctions mitochondriales qu'il faut target en premier et pas l'altération des jonctions neuromusculaires. Et enfin, on va regarder les différents biomarqueurs de vieillissement musculaire. Si vous avez des questions, je vous écoute. Bien, merci beaucoup Vincent. Je vais maintenant passer la parole à Florian Beauboeuf. Bonjour Vincent, merci pour la présentation. J'aimerais savoir juste où tu fais intervenir en fait la dynapénie là-dedans, parce que normalement les concepts de perte de force et de perte de masse musculaire sont maintenant différenciés, ou en tout cas pas mal différenciés, sachant que la qualité est quand même reliée aux deux. Donc je ne sais pas comment est-ce que vous mettez tout dans le même dans sarcopénie. En fait, on est parti de la définition plus globale de sarcopénie. Puis c'est aussi, vu que la présentation est que 5 minutes, je n'avais pas le temps d'aller vraiment en profondeur pour sarcopénie, Okay. etc. C'était plus pour alléger un peu la présentation que j'ai fait ça. Mais oui, on va bien faire attention à différencier tout ça, à différencier la force, à différencier la masse. Ok, vous êtes quand même sur les dernières nouvelles, entre guillemets, en termes terminologiques. Oui, c'est juste dans un souci d'alléger la présentation. Ok, d'accord. Maintenant, on va donner la parole à Alexandre Wanganou. Alex. Oui, bonjour Vincent. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. L'approche est en fait conforme à l'hypothèse d'interrelation entre fonction et structure. Dès que je le vois, c'est la structure de la ou là c'est la fonction qui est perdue en première. Cette question est un peu plus difficile d'un point de vue de vue mitochondriale. Si la fonction reste la même, c'est-à-dire la contraction musculaire dans ton cas, cela signifierait que l'énergie requise et les mitochondries restent les mêmes et diminuent même, car la fonction devient automatisée et utilise naturellement moins d'énergie. Donc je me demande, comment avez-vous pris en compte le fait que la contraction est stable dans le temps, s'automatise et respectivement va utiliser naturellement moins d'énergie et de mitochondries? Une diminution naturelle de la concentration du niveau mitochondrial dans la structure. En fait, tu me diras si je réponds bien à la question, c'est juste que nous, on veut vraiment voir est-ce que c'est les dysfonctions mitochondriales qui arrivent avant les jonctions neuromusculaires. Donc, on a une technique qui nous permet de voir, quand on teste les fonctions mitochondriales, si ça a lieu en présence ou pas de dénervation. Donc, je ne suis pas allé pareil dans les détails pour alléger la présentation, mais en gros, on peut utiliser un inhibiteur de dénervation qui nous permet de voir est-ce que cette enzyme de dénervation est présente.
quand on fait nos fonctions mitochondriales. Donc vraiment, normalement, on devrait pouvoir savoir cette histoire-là d'œuf ou de poule. C'est plus ça qu'on regarde vraiment. Je vois, d'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est correct, c'est bon. Bien, merci beaucoup Vincent. On va passer tout de suite à la dernière présentation. On n'a plus le temps pour de nouvelles questions. Merci. Donc si tu peux désactiver ta vidéo et ton son, s'il te plaît. Donc maintenant, on passe à la présentation de Fabien Ruiz, donc qui a la maîtrise à l'Université de Paris, sous la direction de Mylène Aubertin. Bonjour à tous. Alors, je partage l'écran. Petite seconde. Très bien. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui l'étude que j'ai menée dans le cadre de ma première année de maîtrise l'année dernière. Donc, le thème était la faisabilité d'un programme d'activité physique adapté chez des patients prévieillissants atteints du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, ou appelé SAOS. Donc, avant tout, on va définir ce qu'est ce syndrome. Donc, il faut savoir que ce syndrome est caractérisé par l'intermédiaire d'un indice, qui est l'indice d'apnée hypopnée. Cet indice définit le nombre d'interruptions par heure de sommeil. À partir du moment où il est supérieur à 5 et qu'il est associé soit à de la somnolence diurne, soit à un ensemble de symptômes comme le sommeil non réparateur, la fatigue chronique ou des ronflements sévères, alors on diagnostique ce syndrome. Il faut savoir que ce syndrome est corrélé à un IMC important, un pourcentage de masse grasse important, au syndrome métabolique et un tour de cou important. C'est pourquoi le traitement étiologique préférentiel est le suivi nutritionnel pour la perte de poids et la réduction de l'IMC. Pourtant, les récentes études ont montré que l'activité physique aurait tendance à réduire cet indice, mais ce n'est pas pour l'instant une pratique beaucoup utilisée. Et pour l'instant, on ne sait pas quel type d'activité physique est vraiment efficace, ni si c'est un effet direct, ou si ce sont des effets qui passent par la réduction de l'IMC. C'est pourquoi, dans mon étude, j'ai tout d'abord étudié la faisabilité d'un programme d'activité physique pour les patients atteints de ce syndrome. Dans un second objectif, j'avais d'étudier la réduction de l'IAH, savoir si c'était dû à l'activité physique directement ou à la réduction de l'IMC. Et dans un troisième temps, de comparer le régime alimentaire à l'activité physique adaptée. Donc pour cela, nous avons recruté 17 sujets. Qui étaient obèses, avec un IMC forcément supérieur à 30. Ils avaient en moyenne 54 ans et forcément leur IAH était supérieur à 5. Nous avions environ 50% de femmes, 50% d'hommes, et chacun suivait un bilan pré-protocole et post-protocole avec une analyse de leur composition corporelle, des mesures anthropométriques, une polysomnographie pour déterminer leur indice d'apnée hypopnée et 2 questionnaires, un pour déterminer leur niveau d'activité physique, le Ritchie est gagnant, et un deuxième pour déterminer leur état émotionnel, donc le POMS. Nous les avons ensuite divisés en 4 groupes, donc un groupe suivant un programme d'activité physique. En plus du bilan pré-protocole et post-protocole, ces sujets ont fait des bilans de conditions physiques, donc cardio-respiratoires et fonctionnels. Ils ont ensuite suivi un programme de 48 séances, donc de 16 à 24 semaines. Ces séances étaient individuelles et duraient environ 1h30. C'était donc un entraînement combiné avec du développement des capacités cardio-respiratoires, du développement des capacités fonctionnelles et du renforcement musculaire. Nous avions également un groupe qui suivait seulement un régime alimentaire. Donc, le régime alimentaire s'appuyait sur le principe de la chrononutrition. Donc, c'est un régime qui s'appuie sur une prise alimentaire corrélée à la sécrétion enzymatique et hormonale durant la journée, donc, qui est influencée par la fatigue, la température, le lever du soleil, donc tous les facteurs environnementaux. Et du coup, l'objectif est d'optimiser l'absorption des nutriments en fonction de ces sécrétions. Donc, on peut voir un fort rapport en lipides au déjeuner, une forte densité alimentaire au dîner et une plus faible densité alimentaire au souper, et une collation l'après-midi, à savoir que les 2 derniers repas peuvent être supprimés par le sujet s'il le souhaite. Donc, on voit une forte liberté dans ce régime-là pour le sujet. Et nous avions donc un 3e groupe qui suivait et le régime alimentaire et le programme d'activité physique adapté, et un 4e groupe qui était le groupe témoin. Finalement, à la fin de notre étude, nous avons eu un manque majeur d'observance. Donc, nous avons perdu près de 77% de notre effectif.
Nous avons eu donc un seul sujet du groupe AL qui est allé au bout du protocole et 3 sujets du groupe AP plus AL, donc faisant le programme d'activité physique et le régime alimentaire. C'était donc une femme et 3 hommes. Donc 3 hypothèses pour répondre déjà à ces résultats-là. Donc tout d'abord, on peut se demander s'il n'y a pas un effet de sexe. Donc on a perdu une majeure partie de nos sujets féminins. Ensuite, la littérature nous dit 2 choses. Une première chose, les résultats de l'activité physique sont plus importants à partir du moment où les séances sont faites en groupe. En l'occurrence, nous faisions des séances individuelles. Et en ce qui concerne les régimes alimentaires, la littérature nous montre que leurs résultats sont discutables. Il est préférable d'effectuer une rééquilibration de la balance énergétique. Mais malgré tout ça, nos 4 sujets ont montré des résultats très encourageants. Ils ont réduit leur IMC, ils ont réduit leur pourcentage de masse grasse, leur indice. D'ailleurs, un de nos sujets a été totalement guéri, son indice étant passé en dessous de la barre des 5. Et ceux effectuant de l'activité physique ont augmenté leur pourcentage de masse maigre, le tout sans modifier leur tour de cou. Voilà, merci pour votre attention. Super, merci beaucoup pour cette très belle présentation, très claire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alexandrou, on te donne la parole. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, très intéressant. En fait, la dernière partie, ça a été très intéressant aussi. Donc, la force musculaire et le volume chez les hommes sont en corrélation avec la concentration de testostérone. Donc, de certains points de vue, on pourrait dire que la seule différence, théoriquement, la seule différence entre les hommes et les femmes au niveau du muscle, ce sont la concentration du testostérone. Donc, si on va utiliser plus de testostérone respectivement, on a vu déjà chez les athlètes. Je me demandais comment vous avez approché cette question en fait. Donc à la fin, j'ai vu une différence entre les hommes et les femmes. Donc comment cette approche de concentration hormonale a été considérée? Alors pour le coup, ce n'était pas du tout le sujet de notre étude. Nous n'avions pas pour objectif de comparer l'effet par rapport au sexe. Donc on n'a pas du tout traité cet aspect-là de l'étude. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Désolé. Une question de Mehdi Souni. Oui. Merci Fabien pour ta présentation. J'aimerais juste savoir pour la suite de ton étude si vous allez séparer les participants en différents groupes parce que si on parle d'un indice d'apnée-hypopnée juste au-dessus de 5, c'est un peu vague parce que si ça dépasse légèrement 5, c'est un trouble d'apnée-hypopnée très léger. Et qu'à partir, je pense, entre 15 et 30, que ça commence à être un peu sérieux. Donc, j'aimerais savoir si tu vas les séparer en groupes pour savoir qui va bénéficier de la thérapie, quel groupe va bénéficier le mieux. Ah, alors, parfait. Effectivement, donc du coup, sur la diapo, on peut voir les différents niveaux de sévérité par rapport à ce que vous disiez justement. Effectivement, il aurait été intéressant d'étudier par rapport à la sévérité. Le seul élément de réponse que j'ai pour l'instant, c'est que le niveau de sévérité de l'indice était le même pour les 4 qui sont allés au bout du protocole par rapport à ceux qui ont arrêté l'étude. Donc déjà par rapport à ça, par rapport au manque d'observance, on sait que ça ne vient pas de la sévérité de cet indice-là, mais effectivement, il sera intéressant d'étudier la chose par rapport à la sévérité. C'est un projet forcément pour cette étude-là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, je vois que c'est l'heure. Merci beaucoup, Fabien. Merci Arnaud. Merci, si tu me permets, je vais dire un petit mot en terminant. Merci à tous. Merci aux présentateurs, évidemment, présentateurs, présentatrices. On a fait 5 séances au total avec 10 présentations et 13 blitz, donc en 5 midi-conférences pour la journée scientifique. Ça a été très agréable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé la formule aussi d'avoir 1 heure par semaine. Alors, j'espère que
vous avez aussi apprécié. On a eu en moyenne de 30 à 50-55 participants à chaque semaine. Donc, je pense que c'est un succès au niveau de l'assistance. Là, je pense que les gens en tout cas, vous avez participé. Merci beaucoup. Je vous rappelle aussi qu'on a des prix, des présentations. Donc, il y a un jury qui a été composé pour faire une évaluation des présentations et donc offrir des prix. Sylvie Belleville, donc, organise un café virtuel le jeudi après-midi à 13h30. Donc, elle nous a invités à venir présenter les prix ce jeudi, donc, au café virtuel à 13h30. Donc, on vous invite à venir. On vous enverra un courriel, évidemment, à tous et un lien pour vous joindre à la conférence. Et je termine en remerciant le comité d'organisation, donc avec Michel Masson-Trottier en particulier, donc représentante étudiante qui a été très, très impliquée, Alexandre Anganou, Benjamin Pajot, Stéphane Bastianetto, Tan Dang-Vu, moi-même, Noémie Auclair-Ouellette, je ne veux pas oublier personne, qui j'oublie, Mylène Aubertin-Le Heurdre et les gens de l'infrastructure, donc Régine Paul, Manon Fleurant et évidemment un grand merci à Dominique qui nous a organisé la présentation, donc Zoom à chaque semaine, qui s'est occupé des communications avec tous, donc pour vous donner le lien, et qui enregistre et met les conférences en ligne, donc sur le site du Centre de recherche. Alors, merci beaucoup Dominique, merci à tous, puis au plaisir de se voir au café virtuel, donc jeudi à 13h30. À bientôt. Ciao.